Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Public Sénat. Dans un instant, les traditionnelles questions d'actualité. Nous sommes jeudi. Au Sénat, ce sont les traditionnelles questions d'actualité. On va bien sûr développer toute l'actualité du Sénat dans un instant. Il y a de nombreuses questions qui sont posées, notamment sur le chômage. Deux questions très importantes sur le chômage d'ici 15 minutes. Mais d'abord, on va développer toute l'actualité politique et parlementaire avec mon invité, Maryse Lebranchu. Bonjour. Vous êtes la ministre de la décentralisation de la fonction publique. On va aborder les sujets qui vous touchent dans votre ministère d'ici quelques minutes. Tout d'abord, je voudrais votre réaction sur l'annonce du président de la République qui a demandé qu'un projet de loi constitutionnelle permettant la ratification d'une certaine charte européenne, très clairement sur les langues régionales, puisse aujourd'hui être voté. C'est un projet de loi. Ça veut dire qu'il va falloir réunir le Congrès à Versailles. Est-ce que déjà, ça vous séduit, ça vous plaît? Je sais que vous êtes proche de la Bretagne. Est-ce que ça sera possible? Alors d'abord, je ne suis pas surprise parce que je plaide effectivement cela depuis longtemps. Et le président de la République s'y était engagé pendant sa campagne électorale et après les votes qui sont intervenus, en particulier avec l'initiative de Jean-Jacques Urvoas à l'Assemblée nationale, on peut, si on entend à la fois, bien sûr, Camille de Rocca, Marc Le Fur ou d'autres, on peut imaginer que cette majorité requise est possible. En tout cas, moi, je l'espère et je l'appelle de mes voeux, parce qu'on ne peut pas, sur les territoires, se battre pour les langues régionales et ne plus les voter en congrès. La ratification de la charte en congrès. Voilà, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que, si on prend votre exemple, la langue bretonne, par exemple, elle sera reconnue par la République française et après, qu'est-ce que ça change? D'abord, c'est la ratification d'une charte européenne de reconnaissance des langues régionales. C'est-à-dire que c'est reconnu. Signé en 92, ça veut dire que ça vient quand même et très donc, très loin. nous avions déjà préparé avec Lionel Jospin la ratification et ça avait été refusé à l'époque par le président de la République Jacques Chirac à la demande du RPR au titre que ça entraînait trop d'obligations de traduction, etc. Donc on a fait attention à ce que on fait attention à ce que les obligations soient naturellement acceptables en termes, par exemple, de fonctionnaires, traducteurs, des choses de ce type. Mais ce qui est très important, d'abord, c'est une reconnaissance officielle européenne. Et officielle pour nous, c'est, comme disait Jacques Lang très justement en son temps, c'est une réparation de la République envers ces langues régionales. Et ça permettra, nous, en termes de droit après, je discutais l'autre jour de la compétence ici même au Sénat, langue régionale avec la commission des lois qui était un peu réticente, elle le sera sans doute beaucoup moins. Ah, vous imaginez que la commission des lois ici, qui est présidée par, on va appeler les Républicains aujourd'hui, en tout cas le parti de la droite, vous imaginez qu'ils seraient d'accord pour participer à ce vote au Congrès? J'ai fait remarquer à certains qui s'exprimaient au banc, les débats sont publics et je peux citer M. Bach qui disait à un moment donné les langues régionales c'est essentiellement de la culture. Donc je pense que les langues régionales ce n'est pas que de la culture, c'est aussi de l'éducation, c'est développer le nombre de locuteurs et surtout ne pas abandonner les langues régionales à l'histoire, en faire vraiment des éléments de vie. Et c'est ça qui est important à partir de cette charte. Ne voyez pas de malice politicienne derrière, mais cette loi est bloquée au Sénat depuis le 28 janvier 2014. À l'époque, c'était la gauche qui était au pouvoir au Sénat. Vous y voyez... Vous savez, ça a été toujours très difficile, le débat avec les Républicains. Le fait générateur de cette histoire particulière, c'est l'engagement du président de la République pendant sa campagne électorale en Bretagne, d'ailleurs, à l'époque, et le fait que l'Assemblée nationale ait voté de façon transpartisane ce texte. Donc je pense qu'ici... la balle est renvoyée au Sénat. La balle est renvoyée au Sénat et je pense que le Sénat doit la saisir. Et juste, dernière question sur ce point, il faut que ça aille vite? Vous demandez une certaine urgence sur ce texte? Il faut réunir le Congrès le plus vite possible? On aurait bien voulu. Vous savez, il faut aussi respecter les parlementaires. Le président de la République y tient et le Premier ministre aussi. Donc on respectera toujours les parlementaires. Donc pas de temps, dans le temps, vous ne voyez pas ça? Moi, le temps au temps, ma position, c'est le plus vite possible. Je voudrais vous faire réagir sur cette une. C'est l'Obs qui a fait cette une ce matin avec le président de la République, avec des lunettes de soleil célèbres. Mais c'est le titre qui m'inquiète un peu plus, en tout cas pour vous. Le PS est-il de droite? Point d'interrogation, bien évidemment. Votre réaction? Non. Nous sommes des républicains socialistes, républicains de gauche, et vraiment très à gauche. Et je pense que quand je dis très à gauche, être à gauche, avoir une conception de la société, une conception de la République, une conception de l'équité, de l'égalité, c'est donner priorité à l'école, c'est croire
la force de son pays. Bref, nous sommes de gauche. Et quand le débat porte sur gauche-droite, en général, il porte sur le CICE, par exemple, l'aide qui a été donnée aux entreprises pour baisser le coût du travail. Moi, je réponds toujours, le projet socialiste, avant les élections présidentielles, disait qu'il faut relancer la stratégie industrielle en France. On avait besoin de cet aspect compétitivité. Mais le débat, il faut toujours l'avoir. À partir du moment Vous l'avez au sein de votre propre parti, voilà, quand on voit le score des frondeurs, absolument. par exemple. À partir du moment où qui que ce soit se pose la question, il faut conduire le débat. Et je pense que la lecture de l'action publique est une lecture difficile. Parce qu'on vit beaucoup dans l'immédiateté, dans le présent. Et du coup, l'annonce faite hier, on voudrait qu'elle soit appliquée le lendemain. Et on oublie parfois, et c'est peut-être le reproche que je nous fais collectivement à tous les politiques, de parler de notre projet de société dans sa globalité et pas seulement des mesures que nous venons de prendre. D'où l'intérêt d'avoir des grands discours sur la République quand on est à gauche, comme l'a fait il n'y a pas très longtemps le président Hollande. Alors la une, évidemment, elle n'est pas innocente parce qu'à partir de demain commence le congrès du Parti socialiste à Poitiers pendant presque 3 jours. Vous le voyez comment, ce congrès? Certains disent que c'est le congrès de la clarification, ou d'autres, au contraire, comme les frondeurs, qui vont dire c'est le congrès, on va essayer de pousser encore les feux un petit peu plus loin et pour montrer qu'il y a une vraie différence au sein de ce parti. Moi, je pense que c'est important que tout le monde pousse les feux, et ceux qui ont signé tel et tel, doivent toujours pousser leurs feux. C'est quoi pousser les feux? C'est affirmer des convictions. Dans un débat, il faut que les convictions soient affirmées, il faut qu'il y ait un débat, et après le débat, il y aura une majorité. Moi, je crois au débat. Je crois qu'il est toujours enrichissant. Ce que je regrette pour la France, c'est que entre la majorité actuelle qui soutient le gouvernement et l'opposition nationale, il y a plus de caricatures que de débats. Donc je pense que mon parti donne une belle image de ce qu'est le débat, même si c'est difficile. Je vous ai promis, on va revenir sur vos textes très rapidement. Dernière question, bien sûr. Vous parliez des Républicains, je voudrais juste votre réaction. Nicolas Sarkozy a demandé que ce soit au groupe à l'Assemblée nationale ou au groupe Les Républicains ici au Sénat, une proposition de loi pour abroger tous les textes qui ont été faits anti-entreprise, dit-il. Alors il faut qu'ils les trouvent, qu'ils me les disent. Où sont les textes anti-entreprise? Mais il faut surtout que l'opposition actuelle fasse, homogénéise ses positions. Prenez François Barin, président de l'AMF, ici au Sénat, avec les sénateurs, nous demandent plus de dotations, plus de dépenses publiques, ne pas ralentir les dotations aux collectivités locales, c'est plus de dépenses publiques, c'est peut-être un peu de dette. Vous avez un livre qui sort de M. Weurs ou d'autres, il y a moins de dépenses publiques. Certains me disent plus de départements, d'autres il veut toucher plus les fonctionnaires, moins de domaine, départements, évidemment. Des fonctionnaires. Bon, je trouve qu'il n'y a pas... Et c'est un regret toujours dans une majorité de ne pas avoir une opposition qui se construit, qui construit son propre projet et qu'on puisse discuter projet par contre-projet. Les mesures anti-entreprise, si vous m'en trouvez une et s'il peut m'en donner une qui soit vraiment une mesure anti-entreprise, franchement là, c'est de la caricature. Parce qu'il veut envoyer... une caricature en ce moment. Oui, il fait une caricature. Quand le week-end dernier, il tape très fort quand même sur François Hollande, sur l'action du gouvernement, qu'est-ce qu'il fait, Nicolas Sarkozy? De la caricature, et une caricature qui est dangereuse. Parce qu'on doit toujours respecter la fonction. Et à force de ne pas faire de propositions, mais de simplement taper sur l'autre, ça donne un résultat terrifiant, c'est que les Français ne s'intéressent plus à la politique. Les joutes politiques ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est l'avenir de leur propre société. Bien sûr leur vie, mais la société dans laquelle ils vivent. Et là, malheureusement, on est... on en est bien loin. Mais preuve aussi que dans votre parti, Madame Lebranchu, si je peux me permettre, dans votre propre parti, il n'était que 70 000 à prendre part au vote qui a eu lieu il y a une semaine dans votre parti. C'est une grande question qui est posée à la fois à la majorité et à l'opposition, à tous les partis politiques. Pourquoi 2 événements majeurs? Pourquoi les gens ne se déplacent plus pour aller voter? Pourquoi ne font-ils plus confiance à leurs élus? C'est parce que parfois ils n'ont pas d'espoir. Donc c'est important de leur reparler de société et d'espoir. Et pourquoi les militants ne se déplacent plus? C'est parce qu'ils ont l'impression peut-être qu'on les écoute moins. Donc il faut rénover les méthodes de travail. Et je crois que le Congrès va être le moment de parler méthode de travail avec de la mission son du nouveau politique. premier secrétaire qui est... C'est très important parce qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Il n'y a pas de vie politique intéressante sans débat profond et pas de débat sur des petites phrases, des petits mots ou des petites choses. Ministre de la décentralisation de la fonction publique, on y va. Il y a eu ce vote au Sénat en début de semaine sur ce qu'on appelle la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est l'organisation territoriale de la République. De la République. Au Sénat de droite, le vote a été différent de ce que vous vouliez. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une vue de la France à l'Assemblée et une vue, celle du Sénat? Je pense que, et je le dis en toute franchise et sans polémique, les sénateurs parfois regardent ce projet, pas les autres. Ils font très bien leur boulot de législateur.
comme s'ils étaient là, au Conseil des territoires, qu'ils demandent d'être, c'est-à-dire représentants des exécutifs. C'est arrivé parfois dans les débats. Donc moi, je pense que le Sénat, chaque sénateur fait la loi. Il doit faire la loi à l'aune de l'action publique vue par les citoyens, pas par les présidents de département, présidents de région. C'est ce qu'ils essayent de faire. Mais parfois, je comprends qu'élus par des élus, ils soient parfois porte-voix des élus locaux, ce qu'ils doivent être aussi. Donc c'est compliqué pour le Sénat. C'est compliqué. Moi, j'entends cette complexité. Mais je pense qu'aujourd'hui, 21e siècle, il faut qu'on soit extrêmement rationnel sur l'action publique. Qui fait quoi? Et quand on demande de supprimer la clause de compétence générale ici au Sénat, c'est formidablement bien, c'est bienvenu, c'est bien entendu. Et je suis de celles qui trouvent que ce retour de la majorité vers cette position de fin de la clause de compétence générale, c'est-à-dire le droit de tout faire, est une bonne chose. Mais quand on refait revenir toutes les compétences qu'on a fait sortir par la porte, par la fenêtre, l'immobilier d'entreprise au département, et puis une partie des transports, et puis il faut faire attention. Nous avons une situation budgétaire qui est une situation qui peut mettre en danger la souveraineté nationale de notre pays. Donc soyons très clairs, essayons d'être rationnels. Est-ce que tous les territoires de France fassent des efforts que les dans le même territoires sens de France fassent Donc, tous Sénat, des Assemblée, bien efforts, évidemment. mais qu'ensuite, et avec les sénateurs comme avec les députés, on fasse que les dotations de l'État aux collectivités locales soient plus justes. Aujourd'hui, c'est injuste. Je rends hommage, et avec grand regret, à Jean Germain, qui, avec Christine Pires-Beaune, a rendu un magnifique rapport sur les inégalités dans les dotations de l'État. On doit y répondre, bien sûr, par l'écriture des compétences aujourd'hui, mais aussi par une réforme que demande le Premier ministre et le Président de la République sur les dotations de l'État, qui est attendue. Parce que vous parlez des dotations de l'État, de Jean Germain, bien évidemment. Il y a eu un autre fait divers. Il y a une sorte de ras-le-bol des maires aussi, qui se sentent serrés à la gorge et qui n'ont plus d'argent. On a même vu une enquête du Parisien aujourd'hui qui est dans certaines cantines, on ne pourra plus payer le repas scolaire. Alors, il faut faire très attention. D'abord parce que maire, c'est une fonction difficile. Mais il faut faire attention et respecter les personnes qui, malheureusement, mettent fin à leur jour dans des circonstances tout à fait différentes. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande injustice entre les territoires. L'inégalité entre les territoires est trop violente. Et en baissant les dotations, si on baissait de la même façon à tout le monde, on ferait une erreur. Donc, nous, ce qu'on veut faire en même temps, c'est rendre justice aux territoires. Il y a des communes rurales qui vont très bien. Il y a des communes rurales qui vont très mal. Il faut qu'on regarde pourquoi, quelle est l'histoire qui fait que tel ou tel maire n'en peut plus. Non, il faut qu'on trouve des critères objectifs et qu'on aide ceux qui en ont le plus besoin. Parce que parfois, il y a des critiques de nos citoyens sur telle et telle somptueuse médiathèque, telle et telle mairie refaite. J'entends ça, je vois même ça sur certaines images de télévision. Donc, soyons attention. Action publique nécessaire au développement du pays, nécessaire à l'accès aux droits, nécessaire aux services publics, mais avec justice, c'est-à-dire avec des territoires qui soient mieux traités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, j'oublie pas que vous avez aussi la fonction publique dans votre ministère. Il y a eu des annonces qui ont été faites pour un certain nombre d'emplois aidés, près de 100 000 en plus, qui arrivera près de plus de 500 000 emplois aidés sur le quinquennat. Vous estimez, vous, que c'est un effort que doit faire aussi la fonction publique? L'effort doit être fait partout. Par exemple, moi, je vais ouvrir davantage de postes en apprentissage à la demande du président de la République. Nous n'avions que 700 apprentis. L'État doit montrer l'exemple. Et il y a des formidables métiers dans la fonction publique qui peuvent donner de formidables maîtres d'apprentissage pour que ces jeunes aillent dans la fonction publique ou ailleurs, parce qu'il faudra toujours passer des concours, exercer ces métiers-là. On doit faire des efforts. On doit aussi avoir quelques contrats aidés qui permettent à des associations de mieux vivre et d'accompagner l'action publique. Mais il faut peut-être aussi travailler, c'est ce que fait par exemple très bien Myriam El Khomri avec Patrick Cadner et François Pellegrini sur par exemple les secteurs marchands, le secteur associatif, l'économie sociale et solidaire. On a des tas de choses à faire parce que ces jeunes valent le coup. Dernière question, parce que Gérard Larcher va bientôt commencer la séance. C'est le temps de la redistribution, a dit François Hollande. Vous y croyez, vous aussi? Moi, je crois que le plus dur est passé. C'était très dur, il fallait beaucoup de courage pour tenir ce cap-là. Et qu'on ne peut pas se réjouir maintenant parce qu'il y a trop de chômeurs et qu'on pense à chacun d'entre eux qui cherche la formation professionnelle, la reconversion, le bon endroit pour aller se présenter. Donc, travaillons
encore davantage à l'accompagnement des chômeurs. Il nous reste quelques secondes. Les chiffres de l'OCDE sont plutôt bons. Ils vont dans votre sens, finalement. Ils sont plutôt bons, oui. Ils annoncent que d'ici... L'INSEE et l'OCDE donnent de bons chiffres. L'Observatoire international du travail aussi. Donc c'est plutôt bon, mais c'est pas suffisant pour arrêter l'action publique comme ça. Il faut qu'on continue. Il y a trop de chômeurs en France. Merci beaucoup, Maryse Lebranchu. Je vous laisse évidemment regagner le banc des ministres. Dans quelques secondes, la séance va commencer. Merci, Madame la Ministre. Je vous le disais tout à l'heure en présentation, 11 questions aujourd'hui. Il y a des questions sur notamment les chiffres du chômage. 2 questions très importantes, notamment d'Elisabeth Lamure pour le nouveau groupe qui s'appelle les Républicains, les anciens UMP, qui se font appeler donc les Républicains. Michel Biou aussi également pour le groupe communiste qui posera une question sur le chômage. C'est parti, on y va pour les questions d'actualité. Chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3 et Public Sénat. J'appelle chacun à respecter son temps. Il faut d'ailleurs vous entraîner à la maîtrise du temps, donc c'est un exercice utile. La parole est d'abord à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'Arabie saoudite recrute 8 bourreaux au terme d'une offre d'emploi diffusée sur les grands médias internationaux pour procéder aux décapitations et aux amputations de mains conformément à la charia. La situation dramatique du blogueur Raif Badawi est dans toutes les mémoires. Je sais que le président de la République, lorsqu'il était à Riyad, a évoqué le cas. Notre pays est très lié à l'Arabie saoudite au terme de relations économiques exponentielles et cela ne doit pas faire oublier la situation des droits de l'homme. Et le combat contre un comportement indigne et pour tout dire moyenâgeux. Il se trouve que je préside le groupe d'amitié avec les pays du Golfe, que je connais bien cette région, et que nos relations économiques, encore une fois, ne sauraient faire oublier les problèmes des droits de l'homme, notamment en Arabie saoudite. Quelles mesures comptez-vous prendre, Monsieur le Ministre, face à cette situation? Notre pays est celui des rafales, mais c'est aussi celui des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Goulet, vous interrogez le gouvernement sur un sujet gravissime. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce sujet appelle l'humour. Vous évoquez des condamnations à mort et vous évoquez des peines atroces dont fait l'objet aujourd'hui un blogueur, à savoir une longue condamnation de prison assortie de 1000 coups de fouet. La France, fidèle à sa tradition, a dénoncé ces situations. Et le président de la République, vous l'avez rappelé, lorsqu'il a été de manière inédite invité au Conseil de coopération du Golfe, s'est exprimé de la manière on ne peut plus claire sur ce sujet, en rappelant le combat permanent de la France pour l'abolition de la peine de mort. C'est le combat de Victor Hugo, de François Mitterrand, de Robert Badinter, qui tous ont siégé dans cette Assemblée. C'est le combat aussi du président Chirac, qui s'est engagé pour l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution française. Et ces messages sont portés à tous les niveaux de l'État par notre diplomatie. Et l'excellence des relations économiques, le dialogue très confiant qui existe avec l'Arabie saoudite n'exclut en rien de porter ces messages-là. Concernant le cas particulier de M. Raif Badawi, le blogueur que vous avez évoqué, encore une fois, la peine est atroce. Les autorités françaises appellent l'Arabie saoudite à faire preuve de clémence, notamment à l'approche du pardon du Ramadan, et au-delà, à ne plus appliquer cette peine. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais saluer Monsieur le Premier ministre et je donne maintenant la parole à notre collègue Madame Elisabeth Lamure pour le groupe Les Républicains.
Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi. Monsieur le ministre, une fois encore, le malaise est grand après l'annonce lundi soir des chiffres du chômage. Chacun de nous souffre de cette mauvaise nouvelle qui masque un peu les timides perspectives de croissance. Alors, une fois encore, allons-nous entendre les mêmes arguments dilatoires pour cacher l'échec du président de la République qui, dès 2013, a conditionné lui-même la réussite de son action à sa capacité à inverser la courbe du chômage? Une fois encore, allons-nous entendre le rappel de la situation d'avant 2012 comme seule justification? Les chiffres du mois d'avril, parmi les plus mauvais depuis le début du quinquennat, confirment la tendance. Rien ne semble ralentir le mouvement infernal et pire, toutes les classes d'âge sont touchées. Et alors qu'en France, nous dépassons allègrement les 10% de chômeurs, nos voisins, allemands et anglais, connaissent des courbes descendantes à moins de 6%. Et de plus, ils créent en majorité des emplois dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Et nous, en France, nous créons des emplois aidés. Vous en annoncez 100 000 de plus cette année, un coût de plus de 3 milliards d'euros par an pour financer 450 000 contrats aidés. Mais c'est dans le secteur marchand que les emplois créeront la richesse. D'ailleurs, que nous disent les entreprises? Depuis 6 mois, la délégation aux entreprises du Sénat a rencontré chez eux plus d'une centaine d'entrepreneurs et tous nous tiennent le même langage. Moins de contraintes, moins de normes, moins de charges. Et ils nous disent « oui, nous voudrions embaucher, mais de grâce, levez les freins à l'embauche ». Or, le gouvernement balance entre donner des gages à la gauche de sa majorité et accepter les règles de la compétitivité d'un monde ouvert. Mais les Français ne vous croient plus et ils ne vous suivent plus. Alors comment comptez-vous sortir de ce dilemme, Monsieur le Ministre? Et j'ajouterai, comme l'a rappelé notre président Bruno Retailleau, ne laissez pas passer la formidable occasion de prendre de vraies mesures en faveur de la croissance en acceptant tout le travail que la majorité sénatoriale a fait sur la loi de votre collègue, Monsieur Macron. Merci. Pour vous répondre, la parole est à François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Elisabeth Lamure, vous avez cité des chiffres et j'ai noté que vous aviez indiqué que le taux de chômage était largement au-dessus des 10%, taux de chômage dans notre pays. J'ai cru que vous n'aviez pas entendu les informations qui venaient de tomber ce matin et qui étaient les chiffres que l'INSEE venait de publier, puisque l'INSEE vient d'annoncer que le taux de chômage avait reculé en France au premier trimestre et qu'il était... Vous avez tort, chers collègues, vous avez tort de vous moquer des chiffres qui servent de comparaison internationale, parce que ces chiffres sont les seuls qui sont reconnus au niveau international. Et donc, c'est une réalité que vous ne pouvez pas... C'est une réalité que vous ne pouvez pas nier et que je voulais vous indiquer. Je pensais bien évidemment que vous alliez, comme moi, vous réjouir de cette annonce. Et je regrette que vous ne le fassiez pas. Et donc, que faire pour améliorer cette situation? Bien faire, je le crois, ce que nous faisons pour encourager la reprise d'activité économique et préparer nos chômeurs à pouvoir demain, par la formation, être prêts à répondre aux offres d'emploi qui vont être présentées. C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif d'emploi aidé, c'est vrai, dont vous avez vous-même largement, utilisé. Je me suis permis de regarder l'histoire des contrats aidés. C'est étonnant, le pic a été atteint sous quelqu'un que vous aimez bien, qu'il s'agit de l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Sous Alain Juppé, il y avait 850 000 contrats aidés. Et même pendant le premier semestre 2012, vous en aviez programmé 385 000. 385 000. D'ailleurs, vous avez utilisé les 2 tiers. Vous en avez utilisé les 2 tiers d'ici le mois de mai 2012. Et donc, voilà. Et nous mettons en place, au contraire, des politiques qui sont des politiques de soutien à l'activité. Et pour ce faire, 2 lois sont en discussion en ce moment. L'une qui est portée par mon collègue Emmanuel Macron, qui porte sur la croissance et l'activité, et une autre que je présente devant vous, qui est celle sur le dialogue social. Tout cela a un but, lever les freins et redonner la confiance dans les entreprises, car ce sont elles qui créent l'emploi. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Bertrand,
Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, nos campagnes résonnent d'un sentiment d'abandon au moins partiel. L'angoisse grandit. Nos concitoyens se disent « va-t-on vers un deuxième monde, une deuxième France ?» déclassée dans laquelle la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » vivrait moins qu'ailleurs. Une espèce de sous-république affectant toutes les ruralités. Pour autant, nous ne faisons pas la manche. Vos priorités, Monsieur le ministre, l'emploi, la relance, le redressement des comptes, l'école, la sécurité, la lutte contre le terrorisme favoriseront une République plus juste et plus efficace. Nous les partageons donc. Mais les ruraux veulent savoir quel avenir vous leur proposez. Comment vous l'imaginez, Monsieur le Premier ministre? Vos réponses conditionnent le fait qu'ils restent ou non dans la ruralité, qu'ils y créent ou non de la richesse, de l'emploi, des familles, qu'ils y créent leur avenir. Les questions qui se posent sont simples. Pourront-ils toujours accéder à la santé publique ou privée? Pourront-ils avoir des moyens de transport, se déplacer, des secours aux personnes efficaces? Pourront-ils accéder à la téléphonie mobile, à l'Internet? Aurons-nous le droit au développement économique, aux services publics? Rattraperons-nous les retards d'infrastructures? Serons-nous aidés ou privés définitivement d'industrie, d'enseignement supérieur, de culture, de sport? Allons-nous arrêter de tout entasser dans les villes? Il vous appartient, Monsieur le Premier ministre, de délivrer un message politique et stratégique suffisant aux ruraux français. Les 50 mesures que vous avez prises sur les ruralités, notamment sur les maisons de services au public et les maisons de santé, ne constituent pas une réponse assez organisée et assez forte. Le message doit être plus fort, plus clair, traiter des 20 prochaines années, décrire une vraie stratégie, mettre en perspective une place durable des ruralités dans la République française. Seule une loi d'avenir, Monsieur le Premier ministre, peut permettre au pays, peut permettre aux ruraux de savoir où ils vont et quel avenir ils ont. Il est l'heure, à mi-mandat, de compléter la réponse que vous avez déjà faite en partie à plusieurs dizaines de millions de ruraux. Prenez les dispositions que vous jugerez utiles pour que ce travail soit engagé et mené à bien avec bon sens, j'en suis sûr. C'est indispensable, profondément républicain et juste. C'est le moment. La France redémarre. Alors pas de sous-citoyens, pas de sous-république. Parlez aux ruraux. Ils vous font confiance. Faites-leur confiance. Monsieur le Premier ministre, ils vous attendent. C'est le moment. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Sylvia Punel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alain Bertrand, vous venez de rappeler les inquiétudes et les préoccupations qui sont celles des territoires ruraux. Et ces préoccupations ont d'ailleurs été très largement exprimées et relayées lors des assises des ruralités que nous avons organisées à l'automne, et vous y avez d'ailleurs été étroitement associés. Ces rencontres ont alimenté et ont nourri la réflexion du gouvernement pour présenter un plan d'action et plusieurs propositions extrêmement concrètes en termes d'aménagement équilibré du territoire en faveur et à destination de ces territoires annoncés par le Premier ministre lors du comité interministériel aux ruralités du 13 mars dernier. Mais au-delà des mesures, il s'agit bien d'une nouvelle approche que le gouvernement a définie. Le Premier ministre l'a rappelé. Il s'agit d'avoir un nouveau regard, de tenir compte de la diversité et des spécificités de ces territoires qui constituent de réels atouts, de réelles opportunités pour le développement économique de notre pays, mais sans pour autant, bien sûr, méconnaître leurs difficultés. L'ambition que nous portons pour ces territoires s'articule autour de 3 objectifs. Le premier, vous l'avez rappelé, c'est de garantir l'accès aux services publics et au public. Et pour cela, nous allons accélérer le déploiement des maisons de services publics. Elles seront au nombre de 1000 d'ici 2016 grâce à un partenariat avec la Poste au financement des différents opérateurs. Mais également sur la santé avec
l'installation et le déploiement des maisons pluridisciplinaires de santé, mais aussi des aides incitatives pour l'installation des professionnels de santé dans les territoires. Dans votre rapport sur l'hyper-ruralité, vous aviez évoqué combien la question de l'ingénierie et de l'appui technique aux collectivités était nécessaire pour développer des projets structurants dans l'aménagement du territoire. Nous avons repris cette idée à travers le dispositif aidé. Bref, vous le voyez, monsieur le sénateur, beaucoup de mesures qui portent un projet et une ambition pour ces territoires. Les ruralités constituent une préoccupation forte du gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté la DETR de 200 millions à destination des projets de ces territoires. L'ambition du gouvernement pour accompagner et aider les collectivités, l'ensemble des acteurs est présente et sera bien sûr à vos côtés dans vos territoires pour porter cette ambition, parce que oui, les ruralités font partie de la République. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Joël Labbé pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, ma question qui concerne l'agriculture et l'élevage s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Il existe aujourd'hui un fort débat autour du prix de l'alimentation, qu'il s'agisse des difficultés des agriculteurs et éleveurs, de la nécessité d'offrir aux consommateurs une alimentation de qualité à des prix abordables pour tous, ou encore la question des marges des distributeurs. Je vais me concentrer aujourd'hui pour ma part sur les coûts inhérentes à la transition agricole que nous avons initiée fortement ici comme à l'Assemblée, grâce à la loi sur l'avenir, la loi pour l'agroécologie que vous avez portée, Monsieur le Ministre. En termes d'agroécologie, l'agriculture biologique ou organique, comme chez nos voisins anglo-saxons, représente l'un des modèles. On entend encore trop souvent dire que l'agriculture biologique est trop chère et qu'elle offre de moins bons rendements que l'agriculture conventionnelle. S'il y a une part de vérité, c'est évidemment critiquable. Et aujourd'hui, plusieurs études montrent que le différentiel en termes de rendement peut même être inférieur à 10% pour une agriculture bien menée. Une nouvelle méta-étude qui vient de sortir aujourd'hui, qui a été menée par l'Université de Washington, va également dans ce même sens. Ce que l'on oublie, en revanche, de prendre en compte la plupart du temps, ce sont ce que l'on appelle les externalités négatives associées à l'agriculture conventionnelle, ces externalités qui ont un coût. Pollution des eaux, ingestion de produits phytosanitaires par les consommateurs, maladies professionnelles des agriculteurs, perte de biodiversité, dégradation des sols, et en parallèle, les aménités positives, celles-là, qui sont apportées par l'agriculture biologique et qui ont une valeur. La restauration, évidemment, de la qualité des sols, notamment en matière organique, la filtration des eaux, l'amélioration de la qualité nutritionnelle, la préservation de la biodiversité des écosystèmes, l'intensification de l'emploi en cette période, la revitalisation rurale, cher collègue Alain Bertrand, le maintien des paysages. Nous avons besoin que l'État se penche sérieusement sur le calcul économique associé à ces externalités, qu'elles soient positives ou négatives, et chiffre enfin réellement le coût de tous ces bénéfices. C'est ma question, Monsieur le Président, de la transition. Alors, ce que l'on attend, Monsieur le Ministre, si vous le pouviez aujourd'hui, c'est un véritable engagement au nom du gouvernement de faire mener cette étude exhaustive économique. Et lorsque l'on aura à décider, ce sera aussi sur des chiffres. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Forêt. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Sénateur, vous avez, dans votre question qui était longue, fait un certain nombre de remarques et d'analyses complètes, me dit le Premier ministre. Dans cet élément, vous avez parlé à la fois des enjeux liés à des filières animales en particulier. Je le dis et je l'ai dit ce matin dans une commission au Sénat, les filières animales aujourd'hui, que ce soit la viande bovine ou la viande porcine, connaissent des difficultés de prix extrêmement importantes. Il y aura des décisions à prendre de réorganisation, d'organisation et de soutien à ces filières, mais je le dis aujourd'hui, on est dans une phase de difficulté. C'est le premier point. Le deuxième, c'est ce débat sur les externalités positives, ou plutôt sur le fait que l'agriculture, soyons aussi honnêtes, a eu des conséquences sur la pollution de l'environnement et
Ça s'est constaté avec différentes manifestations. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'était passé en Bretagne avec les algues vertes, sur le fait qu'il y a des pollutions des nappes à la fois phréatiques, sur des rivières, sur le fait que les pesticides, c'est un sujet. Un jour ou l'autre, de toute façon, dans le débat public, il y aura à avoir des débats et à porter ces débats. Donc, on doit faire tout pour que l'activité agricole garde sa dimension économique, productive, parce que sinon on a des problèmes derrière d'alimentation et d'accès à l'alimentation, et en même temps on doit développer des stratégies de performance environnementale, parce que de toute façon elle ne pourra pas être durable si on n'est pas capable de les intégrer. Donc au-delà de votre question sur le bio de manière plus spécifique, sur lequel je vous annonce qu'on fera une étude justement pour les indemnités positives de l'agriculture biologique, et sur lequel je peux vous dire que selon les productions, on peut aller entre -10, c'est vrai, voire équivalente. Sur le tournesol en bio, vous pouvez avoir des rendements équivalents. Mais vous pouvez aller jusqu'à -40, -60% sur des céréales, par exemple, comme le blé. Donc, dans ce débat, il faut qu'on soit capable de porter un projet agricole, vous l'avez dit, sur l'agroécologie, qui intègre la bio, bien sûr, mais qui va au-delà. Parce que c'est un débat qui concerne tout le monde. Et l'agriculture et son avenir. Donc sur ce sujet, je veux le dire, il y aura donc un rapport sur l'agriculture bio et ses évolutions, mais l'agriculture bio aussi a à s'intégrer dans des stratégies collectives plus importantes. Je pense en particulier sur la question de l'utilisation de la photosynthèse. L'agriculture bio, aujourd'hui, elle peut être tout à fait dépassée par des modèles agroécologiques qui utilisent beaucoup plus la photosynthèse que l'agriculture biologique. Donc dans ce débat, c'est pas simplement. Il faut conclure. Là, je conclus. Il faut sortir uniquement de l'idée qu'il y a deux solutions, le conventionnel ou l'agriculture bio. On ouvre une nouvelle voie. Elle doit être celle vers laquelle nous devons nous rassembler, car la France a beaucoup d'atouts. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Michel Billout pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressera à Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi. Monsieur le ministre, selon Pôle emploi, le chômage a connu une nouvelle progression au mois d'avril. Si c'est une mauvaise nouvelle pour François Hollande qui déclarait l'année dernière à Clermont-Ferrand « Si le chômage ne baisse pas d'ici à 2017, je n'ai ou aucune raison d'être candidat ou aucune chance d'être réélu », mais c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour les chercheurs d'emploi quand le chômage de longue durée augmente de 10,2% en un an. Ainsi, et l'INSEE ne peut contester ce chiffre, ce sont 2,33 millions de personnes qui pointent à Pôle emploi depuis plus de 12 mois. C'est insupportable. La seule crise de la zone euro explique de moins en moins cette situation. Ce sont davantage les vieilles recettes utilisées soi-disant pour combattre le chômage qui en sont la cause. Où sont ainsi les effets promis du CICE et du pacte de responsabilité, des 41 milliards d'euros de réduction d'impôts et de cotisations sociales accordées aux entreprises en vue de les inciter à embaucher et investir? Ces cadeaux fiscaux accordés principalement aux grandes entreprises sans réelle contrepartie n'ont d'autre résultat que l'augmentation des dividendes des actionnaires. De plus, pour financer en partie ces crédits d'impôt, vous contraignez les collectivités territoriales à réduire l'emploi public et associatif et à baisser fortement leurs investissements. Ainsi, la baisse des dotations de l'État aux collectivités entraînera, selon plusieurs études, et notamment celle conduite par l'Association des maires de France, une réduction minimum de 25% de leurs investissements d'ici 2017, affaiblissant ainsi la faible reprise de la croissance. Dans la même veine de la réduction de la dépense publique, l'opportun rapport sur les trains intercités qui préconise l'abandon de nombreuses dessertes ferroviaires, au bénéfice sans doute des autocars Macron, provoquera, s'il est appliqué, de nouvelles pertes d'emplois à la SNCF. Il fragilisera également l'industrie ferroviaire en France, pourtant un fleuron de notre pays, par d'importantes baisses de commandes. En tant qu'actionnaire, l'État a des responsabilités qu'il assume bien mal. La situation d'Areva en est un triste exemple. Alors que ce groupe souffre depuis de nombreuses années de sous-capitalisation chronique, la vente à la découpe et la suppression de 4000 postes en France sont présentées aujourd'hui comme les seules solutions pour sauver le groupe. C'est une aberration pour ce qui concerne un secteur stratégique et la sûreté nucléaire. L'État montre ainsi malheureusement l'exemple. Il faut sans cesse baisser le fameux coût du travail et permettre les licenciements de masse. Et pour cela, tout est bon, facilitation du droit de licencier, casse des prud'hommes, abaissement des seuils sociaux. C'est cette mauvaise politique qui est la cause de l'augmentation massive du chômage. Il y a déjà un an, les économistes du Fonds monétaire international affirmaient les mesures d'austérité imposées aux pays en échange de l'aide accordée par le FMI nuisent à l'économie et à la croissance, en plus d'augmenter les inégalités socio-économiques. S'il vous plaît.
Monsieur le ministre, quand le gouvernement va-t-il enfin conduire une politique de gauche en faveur de la croissance et de l'emploi? La parole est à monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Michel Billoux. J'écoutais le réquisitoire auquel vous vous livriez et je me disais que tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais je ne voudrais pas me limiter à ce genre de réponse. Mais c'est vrai qu'à vous entendre, nous avons l'impression de vivre dans un pays qui connaît l'austérité. Et je voudrais le dire ici, la politique qui est menée par ce gouvernement est une politique de redressement de l'économie française. Elle ne passe pas par l'austérité. S'il en faut la preuve, je pourrais vous citer quelques chiffres qui vous le démontreraient. Dans ce pays, en 2014, il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat des ménages de plus de 1%. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays où il y a l'austérité, où il y a une augmentation du pouvoir d'achat des ménages? D'autre part, il y a en ce moment une reprise économique qui arrive. Et les annonces ce matin de la Banque de France, montrent que la politique qui est menée de redressement porte ses fruits. Alors effectivement, et là vous avez raison, il y a un décalage incontestable entre les annonces de la reprise économique et la réalité sur le terrain vécue en matière d'emploi. Et ce décalage, nous essayons de le combler comment ? Par la formation indispensable et prioritaire des chômeurs. Et vous le savez, cette grande avancée que constitue le compte personnel de formation permet pour la première fois à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire à ceux qui sont chômeurs, et notamment aux chômeurs de longue durée, qui est un problème qui concerne toutes les formations politiques et qui n'est pas d'aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres, permettre à 200 000, 160 000 très exactement, demandeurs d'emploi d'accéder demain, nous l'espérons, à l'emploi en améliorant l'adéquation entre les offres d'emploi qui existent et la demande d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop d'emplois non pourvus dans notre pays. Et pour qu'il y ait une meilleure adéquation, il faut qu'il y ait une meilleure formation. Et tout est fait en ce sens pour améliorer la formation des demandeurs d'emploi. Enfin, je voudrais ajouter que les offres d'emploi sont en progression. Les offres d'emploi sont en progression et nous verrons dans les prochains mois que l'année 2015 sera meilleure que l'année 2014. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Jacques Filleul. Pour le groupe socialiste, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire d'État chargé des Transports, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez commandé un rapport sur les trains d'équilibre du territoire en novembre dernier afin de clarifier l'offre et de redresser le modèle économique de ce service ferroviaire aujourd'hui maillon faible entre TGV et TER. La commission constituée a décrit sans complaisance la situation actuelle des TET. Son rapport montre qu'il y a urgence à intervenir. Il était indispensable de surcroît de tenir un discours de vérité pour permettre au gouvernement d'agir. En fait, l'appellation unique de TET cache une grande diversité de lignes, des lignes du Grand Bassin parisien, des radiales transversales de longue distance, des dessertes interrégionales ou des lignes de nuit, sans évoquer la forte imbrication avec les dessertes TER. La qualité de l'offre s'est profondément dégradée au cours des dernières décennies. Elle est de moins en moins adaptée aux considérables évolutions des mobilités. J'ajoute la répartition confuse des responsabilités entre l'État, autorité organisatrice de transport pour les TET, et SNCF Mobilité. La situation décrite montre qu'au fil de l'eau, la suppression des TET serait inéluctable si rien n'est engagé par les pouvoirs publics, d'autant que le matériel roulant de plus de 30 ans de moyenne d'âge devient obsolète. Ce rapport inscrit dans ses propositions une vision structurante de la mobilité, un marqueur de modernité au même titre que les TGV et les TER, permettant à la plus grande majorité des lignes TET d'être renforcées, d'avoir du matériel roulant performant et attractif, l'objectif étant de ne laisser aucun territoire sans solution. Toutes ces propositions passent par un renforcement indispensable de l'autorité organisatrice par la création d'une agence spécialisée TET au sein du ministère des Transports. Ce rapport contient, au-delà du constat, de nombreuses propositions décisives pour l'avenir. Monsieur le ministre, comme vous, nous voulons mettre l'usager au cœur de l'évolution de l'offre des trains d'équilibre du territoire. Nous souhaitons que ce rapport soit pris en compte par le gouvernement et porté
par le plus grand nombre. Comment envisagez-vous de l'intégrer dans la politique des transports de voyageurs? Quels sont les éclairages que vous pouvez apporter aujourd'hui devant la Haute Assemblée? Je vous remercie. Merci. La parole est à Alain Vidaliste, secrétaire d'État en charge des transports. Vous avez la parole pour 2 minutes 30 maximum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, le gouvernement a effectivement chargé une commission présidée par Philippe Duron de réfléchir à l'avenir des trains d'équilibre du territoire, et le Sénat était représenté dans cette commission par vous-même, par Madame Annick Billon et par Monsieur Jean-Vincent Placé. Des experts ont travaillé aux côtés des parlementaires pour ce rapport qui a été publié la semaine dernière. Je veux souligner la qualité de ce rapport qui est sans concession, mais ça n'était pas son objectif, qui fait à la fois un constat et qui a essayé de faire un travail aussi de comparaison pour voir les solutions adoptées dans d'autres pays, et qui fait un certain nombre de propositions. Le constat, personne ne peut s'en exonérer. Et le premier des constats, c'est le déficit du fonctionnement des TET. Aujourd'hui, l'État est autorité organisatrice pour les TET. Le déficit pour l'année 2015 sera autour de 400 millions. Si nous ne faisons rien, il sera de 500 millions d'ici 2 ans. Et donc, c'est la première question à laquelle, naturellement, il faut répondre. Ensuite, le constat doit mettre en exergue, comme vous l'avez fait, la vétusté du matériel, plus de 35 ans d'âge, et puis le caractère absolument hétérogène de ce que l'on a mis sous la labellisation de train d'équilibre du territoire, puisqu'il y a là à la fois, c'est vrai, des grandes lignes et qui peuvent correspondre à la définition initiale, et puis des petits bouts de ligne, parfois une ligne qui ne fonctionne que le samedi à la place du TER dans la semaine, mais aussi des trains de nuit. Tout cela, évidemment, mérite d'être précisé. Vous faites ensuite des propositions. En l'état, naturellement, il s'agit d'un rapport. Le gouvernement va étudier ces propositions et au mois de juin, j'annoncerai une feuille de route. Pourquoi? Parce qu'il y a une imbrication forte, naturellement, entre la question des TER et la question des TET, et que la perspective, notamment de réorganisation des régions, suppose qu'il y ait un travail de concertation qui soit fait, y compris avec les futurs exécutifs des grandes régions. Il faut aussi évidemment que l'on réfléchisse à la question du matériel. Et donc les propositions, le calendrier que le gouvernement annoncera se fera autour de 3 principes. Le premier, c'est l'objectif de réduire le déficit. Le second, c'est d'avoir le respect du droit à la mobilité pour chacun. Et le troisième, de respecter l'avenir des territoires. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue André Triard pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question va s'adresser à Monsieur le ministre Alain Vidaliste, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Concerne Notre-Dame-des-Landes. Nous avons eu en Loire-Atlantique des zadistes, et nous les avons aux airs de beatnik, violents quand il le faut, déterminés quand ils savent qu'ils font peur à la gauche et peur au pouvoir. Rappelons-nous les événements violents d'il y a 2 ans sur les 1600 hectares de la ZAD déjà achetés pour le projet de cet aéroport. Les conséquences sont encore bien visibles. La route départementale numéro 281 est fermée depuis 2 ans, cas unique en Europe depuis l'ex-Yougoslavie. Sera-t-elle réouverte un jour? Une présence humaine est bien là, 100 à 200 personnes installées dans des abris de fortune. Quelques fermes occupées, une cohabitation qui s'est installée avec des agriculteurs réfractaires au projet. Une économie dite et au progrès. Une économie dite nouvelle s'y développe. Tout cela sous les yeux des habitants des communes proches, scandalisés par cette zone de non-droit. On a l'impression que ce laisser-aller va fixer une population pour longtemps. Les élus parlent d'un laxisme avéré des services de l'État. Et pendant ce temps-là, des sommes fabuleuses, somme toute d'intérêt général, sont dépensées à proximité de l'aéroport actuel, Nantes-Atlantique, comme si le transfert était acquis. Déplacement du marché d'intérêt national de Nantes, le second de France après Rungis, coût plus de 70 millions d'euros. Projet de construction sur le même site d'un nouveau CHU qui, dans l'axe des pistes de l'actuel aéroport, à moins de 3 km du bout de la propriété, ne pourra peut-être pas ouvrir dans des conditions normales compte tenu des nuisances vraisemblables. Évaluation, 1 petit milliard d'euros.
Les chiffres du développement du transport aérien sont pourtant sans appel et légitiment totalement cette infrastructure nationale. Et je vous en rappelais 3. Doublement prévisible du trafic dans les 15 ans. 31 000 avions à construire d'ici 2030 par les 2 plus grands constructeurs aéronautiques. Pensez à votre question. Monsieur le ministre, 2 questions. Allez-vous rendre possible la circulation sur les routes autour de Notre-Dame-des-Landes? Comptez-vous un jour sortir du dilemme politique dans lequel vous enferment vos alliés verts pour qu'enfin les travaux commencent, sachant que vous n'avez plus guère les moyens de revenir en arrière? Merci. Merci, monsieur Triard. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Alain Vidalies. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur, le projet a fait l'objet d'une large concertation publique et la commission du dialogue qui a été mise en place en 2012 a confirmé le bien fondé de la réalisation de ce futur aéroport tout en suggérant des études complémentaires pour un diagnostic partagé et des pistes d'amélioration. 2 études ont aussi été réalisées, l'une sur les nuisances sonores dans l'hypothèse d'un maintien de l'aéroport actuel. Elle conclut que le nombre d'habitants soumis au bruit passerait à près de 80 000. L'autre sur un réaménagement de l'aéroport actuel, le coût des travaux pour permettre le développement de l'aéroport de Nantes dans le respect des règles de sécurité serait proche de celui du futur aéroport sans réduire les nuisances. Ces études sont soumises à un débat contradictoire. Toutes les hypothèses, données et méthodologies de ces études ont été expliquées et rendues publiques. Et le gouvernement est attaché à respecter scrupuleusement les réglementations applicables à ce projet. Plus de 50 recours déposés par les opposants ont déjà été rejetés par la justice. Par ailleurs, des mesures de compensation environnementale ont été précisées et complétées et des prescriptions exigeantes et ambitieuses aux maîtres d'ouvrage ont été inscrites dans les arrêtés loi sur l'eau et espèces protégées. Pour garantir l'efficacité de ces prescriptions, l'État s'est imposé une obligation de résultat. Le projet de l'aéroport est conduit dans le respect du droit, dans un souci de transparence et de dialogue. Le gouvernement n'a pas l'intention de débuter les travaux avant le jugement du recours juridique actuellement déposés, qui sont tous en voie de finalisation. Concernant les comportements sur la zone, tous les actes délictueux commis par les opposants radicaux à l'aéroport dès lors qu'ils sont portés à la connaissance des forces de l'ordre font l'objet de procédures judiciaires. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Dominique Gillot pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la ministre, votre intense activité pour le collège pourrait faire oublier à certains que vous êtes aussi ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'en est rien. Vous n'avez ménagé ni votre attention, ni l'ambition politique du gouvernement pour la vie étudiante, la recherche et la valorisation de la culture scientifique, le développement universitaire et l'innovation, l'impact du numérique sur la pédagogie et les formations. Ainsi, les derniers décrets d'application de la loi ESR sont publiés et nous allons débattre des rapports relatifs à sa mise en œuvre à échéance de 2 ans. Pour la première fois cette année, les dotations ont été signifiées aux établissements sur l'analyse de leurs comptes administratifs 2014, ce qui garantit un meilleur ajustement de leurs besoins financiers et à leur capacité de réalisation. Une étude de l'IGA-ENR a permis d'autoriser certains établissements à utiliser une part de leur fonds de roulement en fonctionnement, introduisant ainsi une meilleure consommation de l'argent public qui n'a pas vocation à être thésaurisé sans fin. Au retour du congrès de l'UNEF et des États généraux de la pédagogie menés par les associations étudiantes, vous avez lancé la concertation du plan national de vie étudiante. Après la réforme des bourses en 2013-2014, le lancement d'un plan de 40 000 nouveaux logements étudiants, la caution locative étudiante, votre soutien à mon amendement pour renforcer la réussite des étudiants salariés, voilà bien des inscriptions dans la volonté du président de la République, faire de la jeunesse une priorité de son gouvernement. La semaine dernière, rejoignant à Strasbourg la conférence des présidents d'université qui tenait colloque sur le thème « Université 3.0, nouveaux enjeux,
nouvelles échelles à l'ère numérique, vous avez loué notre université qui s'ouvre toujours plus et mieux pour enrichir ses méthodes et sa mixité, pour partager ses trésors de connaissances et de culture. Vous avez réaffirmé l'objectif de 25% d'une classe d'âge au niveau master et 50% au niveau licence. Pour cela, le numérique est un facteur d'accélération et de valorisation des savoirs. Pensez à votre Madame question. la ministre, si beaucoup a été fait pour démocratiser l'enseignement supérieur et répondre aux défis de l'avenir, comment soutenir les innovations et maîtriser les nouvelles sciences issues des technologies? Pour la rentrée prochaine, comment donner à chacun l'envie de se dépasser et de coopérer pour une France de la réussite et de l'égalité au service de l'excellence? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dominique Gillot, merci pour cette question qui me permet de revenir sur l'ambition du gouvernement en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Cette ambition, c'est d'abord une ambition de réussite et vous avez eu raison de le rappeler, il faut le dire haut et fort, nous avons l'ambition d'atteindre d'ici 10 ans les 50% d'une classe d'âge qui soit diplômée de la licence dans l'enseignement supérieur. J'en profite d'ailleurs pour saluer dans le public les lycéens du lycée d'Urzy de Villemandeur, à qui je souhaite de très bonnes épreuves du bac bientôt et de rejoindre très vite cet enseignement supérieur. Mais j'y reviens. Pour pouvoir réaliser cet objectif, il nous faut notamment lever les freins financiers, puisque c'est bien sûr les conditions de vie qui parfois peuvent bloquer les jeunes lorsqu'il s'agit de poursuivre leurs études. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2012, nous avons veillé à consacrer beaucoup d'argent aux bourses étudiantes, 450 millions d'euros, permettant en particulier à 130 000 étudiants qui auparavant ne bénéficiaient de strictement rien, de bénéficier au minimum de 1 000 euros par an. C'est donc un progrès considérable, tout comme ont été revalorisées l'ensemble des bourses étudiantes. Les logements étudiants, vous en avez parlé. L'objectif, vous l'avez rappelé, 40 000 logements étudiants d'ici 2017, 12 000 déjà réalisés et nous allons continuer. Et puis, il faut aller plus loin et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette concertation sur la vie étudiante avec les associations d'étudiants, les établissements, les collectivités, qui doit aboutir d'ici l'été pour que de premières mesures soient adoptées à la rentrée, qu'il s'agisse de mesures de simplification des démarches administratives portant sur les demandes de bourse, de logement ou le parcours du combattant qui est souvent celui des étudiants étrangers, qu'il s'agisse d'améliorer les conditions de vie des étudiants qui travaillent en développant en particulier sur les campus de l'emploi de bonne qualité. Je pense à l'emploi dans les bibliothèques universitaires qui permettra aussi d'ouvrir ces bibliothèques plus tardivement. Nous aurons donc des mesures sur ce point à la rentrée. Et qu'il s'agisse enfin d'inciter et de valoriser l'engagement étudiant, notamment grâce à l'année de césure qui sera désormais permise. Et puis vous avez évoqué le numérique pour aller vite. Oui, c'est vrai, il faut aussi moderniser la pédagogie au sein de l'université avec des méthodes plus interactives. Et les universités françaises, avec le développement des MOOC ces derniers temps, ont su faire preuve aussi de leur rayonnement, de leur capacité à influencer, notamment l'espace francophone. Je conclurai en disant que ici même à Paris demain, je recevrai 30 ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'espace francophone pour développer toujours plus cette e-éducation. Merci. Merci Madame la ministre. La parole est maintenant à notre collègue Delphine Bataille pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le ministre, cette semaine, les organisations syndicales et patronales ont été entendues par le Premier ministre sur ces propositions et sur les pistes de travail pour favoriser l'emploi dans les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Ces consultations pour encourager l'activité et l'embauche constituent une priorité pour lutter contre le chômage et concernent tous les territoires de la République. Beaucoup a déjà été fait et de nouveaux leviers d'action sont à l'étude, relations entre les sous-traitants et donneurs d'ordre, délais de paiement, concurrence déloyale des travailleurs détachés, renouvellement des contrats de travail à durée déterminée. Lors de ces rencontres bilatérales, le contrat de travail unique, régulièrement relancé par certains économistes et par le patronat, a fait lui aussi l'objet de discussions.
Outre le fait qu'une telle réforme serait difficile à mettre en œuvre, d'ailleurs M. Sarkozy, qui l'avait mis dans son programme en 2007, y a finalement renoncé, l'utilité de cette réforme n'est à ce jour nullement démontrée. Le contrat unique, tel que voulu par le MEDEF dans son obsession de flexibilité, constitue en réalité une régression sociale et un non-sens économique. Comme le démontre une étude européenne et contrairement aux allégations de nos collègues de droite, les salariés français sous contrat à durée indéterminée sont déjà nettement moins protégés qu'en Allemagne, un pays modèle pour certains. Un tel contrat ne ferait au fond qu'accroître l'insécurité et la précarité en matière d'emploi, générant notamment des difficultés d'accès au crédit immobilier et au logement locatif. Il aurait en finalité un effet négatif sur la consommation des ménages et sur notre croissance économique. Le gouvernement présentera le 9 juin prochain les mesures arrêtées après consultation des partenaires sociaux. Pensez à votre question. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous indiquer que le contrat de travail à durée indéterminée ne sera pas remis en cause au profit d'un contrat de travail unique plus précaire? Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail et de l'Emploi. Vous avez la parole, mon cher ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Delphine Bataille, je vous remercie de votre question. Effectivement, avec le Premier ministre, nous avons reçu avec Emmanuel Macron, autour du Premier ministre, l'ensemble des partenaires sociaux cette semaine. Délégation qui était composée organisations patronales et syndicales. Et je voudrais rappeler que depuis l'élection de François Hollande, le dialogue social a été érigé en méthode de gouvernement. Cela implique deux exigences. La première, l'écoute et le respect des partenaires sociaux. Tel n'a pas toujours été le cas dans le passé. Mais nous avons la conviction que c'est en avançant avec eux que les réformes peuvent donner des résultats et s'inscrivent durablement dans le paysage français. Encourager l'activité et l'embauche dans les PME, TPE constitue effectivement une priorité pour lutter contre le chômage, vous l'avez rappelé. Et c'est là que se créent majoritairement les emplois. Beaucoup a été fait déjà, que ce soit l'allègement du coût du travail, les mesures de simplification qui étaient attendues, ou bien encore le soutien à l'activité, l'apprentissage. Mais il faut aller plus loin et rechercher de nouveaux leviers pour agir pour l'emploi concrètement. Le gouvernement annoncera les mesures arrêtées le 9 juin, après la tenue d'une réunion d'un Conseil des ministres restreint autour du Premier ministre et du Président de la République. L'heure est toujours à la concertation et nous finissons autour du Premier ministre les concertations en ce moment. Mais pour répondre précisément à votre question, je peux d'ores et déjà vous assurer qu'il ne sera pas question de remettre en cause le CDI, ni le contrat de travail au sens large. Je veux dire par là que nous avons la chance d'avoir en France toutes les formes de contrats de travail et que c'est justement cette diversité des formes de contrats de travail qui constitue une chance pour les employeurs et pour les salariés, bien évidemment. Réformer et par le dialogue social est un choix qu'a fait le gouvernement. Ce n'est pas un choix à géométrie variable. Par conséquent, toucher au contrat de travail ne pourrait être envisagé qu'avec l'accord des organisations syndicales et leur soutien. Tel n'est pas le cas. Et donc, je voulais, par ma réponse, vous assurer que le dialogue social constitue bien un des axes du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Caroline Cayeux pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Vidalis, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Monsieur le ministre, permettez-moi de m'exprimer en tant qu'élu des territoires, comme vous tous, mes chers collègues, et plus particulièrement François Commen, sénateur de l'Hérault, mais aussi en tant que président de l'association Ville de France, sur le sujet capital pour nos collectivités comme pour nos administrés, des trains d'équilibre du territoire ou les trains intercités. Le ferroviaire régional et interrégional
jouent effectivement un rôle majeur, non seulement dans la mobilité des personnes sur le territoire national, mais aussi sur les déplacements des actifs et aussi des étudiants, souvent pour leur formation. La pérennité de ces trains d'équilibre du territoire semble condamnée à l'issue de l'étude dans le cadre de la commission Duron. Ce rapport préconise en effet fermeture de lignes, allègement d'un certain nombre de dessertes, je pense à la liaison Bordeaux-Nice, alors que la démographie des territoires traversés est souvent positive. Cette offre devait être profondément revue, essentiellement par la substitution d'autocars, le transfert aux régions ou la cessation de ces lignes. Les élus des territoires que nous représentons estimons premièrement qu'il ne peut pas y avoir de démembrement sans un débat préalable devant la représentation nationale. Deuxièmement, en raison de l'abandon programmé par l'État du principe de conventionnement de ce service public, nous demandons une ouverture rapide de l'offre d'exploitation à la concurrence de toutes les lignes concernées dans des conditions de transparence renforcées. Nous dénonçons également le tout TGV, logique privilégiant un polycentrisme parisien et allant à l'encontre d'un aménagement équilibré du territoire. Quant au remplacement de ces trains par des services d'autocars, à l'heure où la France se prépare à accueillir la conférence sur le climat au mois de décembre, cela nous semble aller à l'encontre des principes essentiels du développement durable. Monsieur le ministre, l'État s'apprête-t-il, oui ou non, demain à renoncer à un outil efficace pour maintenir un maillage cohérent de nos territoires? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si vous confirmez ces annonces et si les intentions du gouvernement en la matière étaient avérées, de bien vouloir, par respect pour les élus et les populations qui vivent sur ces territoires, y surseoir? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État au transport. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, la situation qui est évoquée par le rapport qui a été remis au gouvernement est le résultat d'une convention qui a été passée en 2010. Le constat, c'est que la question du déficit financier n'a pas été examinée en 2010. Que le matériel qui a aujourd'hui 33 ans, il avait déjà 30 ans, que personne s'en est soucié. Et que malheureusement, et voudrais bien à partir de là, sans que j'insiste trop, partager le fardeau avec moi, à partir de là, il y a aujourd'hui une situation d'urgence. Jamais, contrairement à ce que vous avez dit, le gouvernement n'a annoncé, et je m'inscris en faux, qu'il allait procéder à un déconventionnement. Ça n'est pas juste. Le gouvernement, qui est chargé, qui est autorité organisatrice, entend effectivement, dans un nouveau cadre, parvenir à la signature d'une nouvelle convention. Le constat, si on veut regarder dans le détail, c'est très hétérogène, mais ces lignes sont déficitaires, pas toutes. Certaines le sont d'une manière acceptable. Certaines lignes, on a un déficit qui est de 5 € par voyageur et par jour. C'est pas réjouissant, mais il y a une mission de service public qui est remplie. Certaines lignes annoncent un déficit de 275 € par jour et par voyageur. Est-ce qu'un élu responsable, et j'ai envie de dire, ce qui souvent nous rappelle à l'exigence de la maîtrise de la dépense publique, pourrait peut-être prendre un peu aussi en considération cet aspect de la problématique. 275 € par jour et par voyageur, c'est une vraie question et on essaye d'y répondre. Ce rapport n'engage pas le gouvernement. Le Parlement a été immédiatement saisi puisque les commissions compétentes ont organisé un débat à ma demande sur ce rapport et je ferai connaître la feuille de route. Vous avez eu raison de rappeler les principes. Les principes, ils seront essayer de maîtriser le déficit, respecter les territoires et assurer le droit à la mobilité. Et j'espère que sur ces principes, vous serez au rendez-vous. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, merci. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement et je vois que votre entraînement s'améliore quand je vois le temps. Je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la suite de la discussion du projet de loi relatif au renseignement. Il nous reste 96 amendements à examiner. La séance est suspendue. Merci. Voilà, on a fini avec la séance des questions d'actualité au Sénat. Place à On refait la séance.